Révolutionner l'investissement locatif. J'ai lancé Mastéos en 2019 lorsque Notre-Dame brûlait. Vous êtes là à la fois au niveau de la recherche, au niveau de l'acquisition, de la gestion, mais aussi de la rénovation de biens immobiliers. J'ai envie de vous dire comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça. Et en 2022, on est passé de 0 à 400 salariés, de 0 à 25 millions de chiffre d'affaires, de 0 à 150 millions de valo, tout ça entre 2020 et 2022. Mastéos va demander son placement en redressement judiciaire le 2 janvier prochain. J'ai identifié une niche qui est le micro-logement. Au sein de Paris, tu as 150 000 micro-logements, dont la grande majorité sont inexploités. On est d'accord que là, j'ai l'exclusivité de cette discussion qu'on est en train d'avoir sur Atom. Il va y avoir un peu de presse dans les échos et Madines en avant-première, mais c'est toi qui as sur les podcasts la primeur. Atom est capable d'opérer pour un déploiement de 20 à 25 millions par an. J'ai vécu la même chose que toi. Ma boîte était partie en vrille, j'avais plus de cash, j'avais plus rien. Loser. Team loser. Tu verras les commentaires que j'ai des locataires, et vraiment ils me disent tu m'as sauvé la vie. Tu es le Elon Musk de l'immobilier. On va avoir un plafond de verre. C'est quoi la suite? Step 1 granulaire, step 2 bloc à Paris, step 3. Ça va déjà. Salut Thierry, comment ça va? Ça va très bien. C'est quoi cette voix grave et C'est ma sensuelle? voix solennelle d'entrepreneur sérieux et prudent. Toi tu as ton petit script qui est bien écrit là. Pour rassurer les investisseurs. C'est fini l'ère où on burn comme des dingues. C'est la zero rate période est terminée. On passe à l'âge adulte. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thierry, je pense qu'ils sont pas très nombreux qui connaissent pas Thierry. Thierry Vignal, qui est un entrepreneur de renom dans le monde de l'immobilier, qui est un ami aussi, qui est membre club aussi. Et qui était le fondateur de Mastéos, très belle start-up qui a été créée en 2019-2020, qui a eu un départ fulgurant, qui a connu des sommets infinis en termes de valo avant de connaître la conjoncture qui a fini par rétamer cette croissance. Et étant donné que quand on a un train qui va à 300 km/h et que tu lui mets un mur en face à 500 mètres. Ou un iceberg quand tu es un Titanic. Exactement. T'as pas le temps de tourner. Très difficile de tourner dans le truc. Mais tu es aussi l'entrepreneur le plus résilient que je connaisse. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui. Parce que tu te relances. Et tu te relances dans un secteur que tu connais bien, l'immobilier. On change pas une équipe qui gagne. Exactement. Avec le même actionnaire, mon Reda. Et on va parler de ça. On va parler aussi de Mastéos parce que c'est quand même intéressant d'apprendre de ses erreurs, de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce qui aurait pu être fait différemment. Si je t'avais écouté. Là, tu me précèdes. Laisse-moi te dire I told you so. Allez, je te laisserai cet honneur. C'est ça, laisse-moi cet honneur. Et puis, on va parler de Atom, la nouvelle aventure à laquelle je crois, principalement parce que c'est toi, mais aussi parce que je pense que ça répond à une vraie problématique dans les villes sous tension en termes d'offres locatives. Et aussi parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le moment. Donc Thierry, je te laisse quand même te présenter rapidement, même si j'ai quand même fait 80% du travail. Je fais le finish. Écoute, j'ai un parcours assez classique, école de commerce. J'ai travaillé en cabinet avocat à Hong Kong, à Paris. Je suis allé faire de la finance à Londres, ce qui m'a donné deux, trois skills pour me lancer dans l'immobilier avec une approche un peu quantitative et avec quelques notions de droit IMO. Et j'ai lancé Mastéos en 2019, lorsque Notre-Dame brûlait, je me rappelle, pour resituer un peu. Et 2019, on a fait 0 € de chiffre d'affaires. J'ai encaissé ma première com en 2020. Et en 2022, on est passé de 0 à 400 salariés, de 0 à 25 millions de chiffre d'affaires, de 0 à 150 millions de valo, tout ça entre 2020 et 2022. Donc c'était vraiment très rapide. Tout ça sous stéroïdes VC. Ça aide pas mal à brûler des étapes, mais on peut se brûler les ailes. Sous stéroïdes un petit peu, non? C'est full naturel Full naturel. Je ne réplique pas mes erreurs pro en perso. Là, j'y vais à la force, à la sueur. Et voilà, donc Mastéos, c'est une aventure incroyable à l'échelle d'une vie humaine. Peu de gens peuvent connaître ce niveau d'intensité et d'émotion. Si c'était à refaire, je le ferais malgré l'enfer de la liquidation. Là, c'est la traversée du désert depuis 1 an que tu connais et tu m'as beaucoup aidé. Et c'est aussi 1 an de réflexion pour trouver un nouveau thème au sein de l'immobilier, parce que j'ai envie de capitaliser sur ce que j'ai appris. J'ai fait 1500 opérations dans 3 pays, 180 villes. J'ai fait 900 chantiers, géré 1700 locataires. Donc je connais les ops, je sais ce qui marche en immobilier. J'ai identifié une niche
qui est le micro-logement. Et au sein de Paris, tu as 150 000 micro-logements, dont la grande majorité sont inexploités. Et ça en fait un vivier. C'est un truc de malade. De mètres carrés habitables. 150 000 micro-logements. C'est Combien absurde. de mètres carrés par micro-logement? C'est quoi? C'est du 8 à 10 mètres carrés? C'est grosso modo 10 mètres carrés le micro-logement et t'en as 150 000. Donc je te laisse faire le calcul. 1 500 000 mètres carrés qui sont juste pas du tout exploités. À 85% inexploités. Ok. Alors, une partie de ce foncier n'est pas aux normes, donc tu peux en enlever à peu près 50 000 qui font moins de 9 mètres carrés. Je pense qu'il y a des choses à faire dessus, mais c'est un peu plus technique, il faut être un peu plus C'est quel pourcentage créatif. qui n'est pas aux normes, tu m'as dit? Tu as un tiers qui n'est pas aux normes. Un tiers, donc 30%. Donc sur les 150 000, on a En 50 gros, 000 je que vais tu te faire peux... simple, tu as un tiers. Tu as un tiers qui est vraiment moins de 9 mètres carrés, là c'est compliqué, mais c'est quand même de la surface en plein Paris qui a vocation à être habitable et qui ne l'est pas. Bon, il faudra trouver un sujet. Tu as ensuite un deuxième tiers qui est du dernier étage sans ascenseur, ce qu'on appelle les chambres de bonne. Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu crado, c'est un peu marchand de sommeil. Je pense qu'il y a un truc incroyable à faire dessus, mais c'est pas ce qu'on va adresser en priorité. Ce qu'on va adresser en priorité, c'est le dernier tiers, qui est un tiers dont littéralement personne ne connaît l'existence, qui est même taille qu'une chambre de bonne, mais au deuxième étage, avec un ascenseur et des vraies toilettes. Voilà, ça existe, ça fait 9-10 mètres carrés. Tu le trouves dans les immeubles haussmanniens intramuros, sauf que c'est trop petit pour la grande majorité des gens. Il y a un gros stress réglementaire qui entoure cet univers du micro-logement. On se dit, pas aux normes, plafonnement des loyers, DPE, qu'est-ce que je vais faire dans 9 mètres carrés? Ça n'a aucun sens. Qui va vivre dans 9 mètres carrés? C'est des conditions de vie qui sont insalubres. Qui va vivre dans un 9 mètres carrés? Moi, à chaque fois que je vais dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, 9 mètres carrés, c'est exactement ce qu'on a. C'était aussi ma réflexion. C'est-à-dire que ça fait la même surface qu'une chambre d'hôtel 4 étoiles, ça fait la même surface qu'une cabine de yacht de milliardaire, ça fait la même surface que le wagon-lit de l'Orient Express à 10 000 € la journée. La seule différence, c'est que c'est pas la même réno. Aujourd'hui, c'est rénové par des marchands de sommeil à 500 € du mètre, alors que ça a le potentiel d'une chambre d'hôtel 4 étoiles. Tu vas la shoebox du Hoxton, elle fait un peu moins de 12 mètres carrés. Il y a plein d'hôtels 4 étoiles à Paris dont les chambres sont entre 11 et 12. Et donc, il y a ce potentiel-là. Je suis allé voir les bons architectes, je suis allé voir l'architecte qui fait les wagons-lits de l'Orient Express, je suis allé voir un architecte qui fait les cabines de yacht, j'ai regardé un peu les archis japonais. Bon, je me suis associé avec l'archi qui fait les cabines de yacht et qui s'est inspiré de l'architecture nautique pour aller réhabiliter ces micro-logements au millimètre et en faire des écrins de luxe. C'est Ortlieb, c'est ça? Ouais, Jean-Christophe Ortlieb. Il est bon. Il est Il exceptionnel. est très très bon. Surtout sur les cabines de yacht. Et là, Pour il a tout- repris... pour tous les membres club qui ont reçu le dossier Atom, il y a des petits designs qui ont été partagés et en fait c'est lui qui a bossé sur ça et il y a des modules qui peuvent être Ouais, il brevetés. développe des modules, notamment un canapé qu'on fait avec Teddy Bear, un canapé lit qui est celui que tu retrouves dans les yachts. Ouais. Les sols, on va s'inspirer des sols waterproof des decks de yacht. On a les micro-kitchenettes, on a plein de modules Parce qu'il y a aussi, modulables. il y a aussi de l'innovation sur la partie opérationnelle et sur la partie vétusté. Parce que ce qu'on veut, si on exploite ce type de bien qui tourne tous les 2-3 mois, on veut pas que le truc finisse en mode délabré au bout de 3 ans. On veut que ce soit quelque chose qui puisse conserver son état le plus longtemps possible. Ouais, et l'architecture et la R&D du nautisme, elle est hyper utile là-dessus parce qu'ils sont sur des matériaux qui sont extrêmement durables. Tu as un dégât des eaux sur un yacht, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est du revêtement qui est fait pour. Ouais. Donc on s'inspire beaucoup de la solidité des matériaux qui sont utilisés là-bas pour développer nos propres modules et avoir une rénovation standardisée, extrêmement luxe, qui rappelle le confort d'une cabine de yacht. C'est exceptionnel. On est d'accord que là, j'ai l'exclusivité de cette discussion qu'on est en train d'avoir sur Atom. On est les premiers. Il va y avoir un peu de presse dans les échos et Madines en avant-première, mais c'est toi qui as sur Mais les c'est podcasts magnifique. la primeur. J'adore. Alors, moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as une approche assez unique dans la gestion du sujet du marché de l'immobilier. Et c'est, je pense, ton expérience dans les marchés financiers qui te donne cette vision. Parce que tu as une approche, comme tu l'as dit, très quantitative, mais aussi qualitative. C'est que tu arrives à arbitrer les inefficiences de marché. C'est ce que moi je me souviens d'une discussion qu'on a eue dans les bureaux que tu avais l'île Saint-Louis où tu étais en train de m'expliquer qu'il y avait des points d'arbitrage à aller chercher dans certaines villes et certains coins avec les immeubles de rapport par rapport à des appartements que tu pouvais acheter où tu pouvais avoir des rendements qui étaient décuplés juste parce que tu avais cette opportunité d'arbitrage. Et d'ailleurs, historiquement, Mastéos, je me souviens quand Mastéos s'installait dans une ville comme Roubaix, en fait, tu faisais bouger le marché. Parce que tu prenais cette opportunité d'arbitrage et que tu équilibrais le marché par rapport à la performance potentielle d'exploitation et au prix en fait, de l'equity du truc. Ouais.
et je l'ai hypé un peu dans la presse. Ah, c'est ça aussi, c'est ça la technique. En Non. fait, tu es le Elon Musk de l'immobilier. Ce qui est assez étonnant dans l'immobilier, c'est que c'est un très gros marché et que moi j'ai bossé dans un trading floor, un vrai comme dans le Loup de Wall Street à HSBC à Canary Wharf où j'étais trader et j'avais 8 écrans et on avait George Soros au téléphone, on travaillait avec des hedge funds et les mecs mettaient des moyens colossaux pour arbitrer la moindre anomalie de pricing. Sur l'immobilier, c'est complètement absurde. T'as un marché, alors je sais pas, je crois que ça se mesure en trilliards, hein, c'est absolument gigantesque. T'as pas un type qui a plus de 2 écrans. Je veux dire, en vrai, les inefficiences de marché, elles apparaissent toutes les 10 annonces sur Se Loger, sur Le Bon Coin. Tu as une anomalie de pricing. C'est à peu près toutes les 10 annonces que tu peux en spotter une. Je connais personne qui ait 8 écrans et qui check Castorus, Jinka, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, et qui check en permanence tout ce qui sort. C'est la base. Et il faut au moins une paire d'yeux sur le marché. Et pourtant, tu as des fonds immobiliers monstrueux qui gèrent des centaines de millions qui font pas un centième de l'effort algorithmique et quantitatif que ferait un hedge fund Forex ou obligataire. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que l'immobilier, c'est lent, c'est dur, c'est casse-couille? C'est dû à ça. Mais oui, mais justement, c'est des inefficiences de marché sur lesquelles t'as pas un fonds algorithmique avec des astrophysiciens PhD qui vont te dépasser d'une milliseconde, comme c'était le cas chez HSBC. Il suffit que ce soit à 10 mètres du centre de trading pour que ton signal électrique il te fasse passer l'ordre avant. Là, tu as le temps. Donc avant, chez Mastéos, j'allais arbitrer les opportunités à Lunéville parce que le prix au mètre carré ajusté pour le taux de défaut sur les loyers impayés versus le taux de chômage et le revenu médian par habitant faisait que tu avais un risk adjusted rental yield qui était décalé par rapport à la norme. Bon, là, je le fais sur Paris. Je le fais d'abord à l'échelle granulaire, bien par bien. Et en fait, il suffit de déployer un tout petit peu d'effort quantitatif et d'analyse, pas algorithmique, ça serait un trop gros mot, mais c'est vraiment 4 colonnes Excel et 10 lignes pour spotter des anomalies, aller les chercher. Et en l'occurrence, si tu prends un sujet plus macro, le sujet du micro-logement, c'est une anomalie de marché en tant que telle. Pour plusieurs raisons. Un, il est décoté par rapport au... Alors, pardon, je vais prendre un pas de recul. Le prix au mètre carré du micro-logement n'est pas le prix meilleurs agents. Il est en général 50 à 100% plus élevé que le prix moyen d'une ville. Si tu me cites une ville, n'importe laquelle, tu peux prendre Nice, Avignon, ce que tu veux, et qu'on va sur Se Loger là maintenant, si j'ai du Wi-Fi, et qu'on regarde un appart, le premier de Se Loger, à moins de 15 mètres carrés, tu verras que le prix au mètre carré de cet appart, c'est le double de meilleurs agents. Parce que la valeur du 10e mètre carré a beaucoup plus de valeur que le 101e mètre carré. Et donc, plus tu vas sur de la petite surface, plus le mètre carré est valorisé, est cher, et plus cher que le prix moyen du marché. Donc, il y a des effets de palier, en fait. Et il est naturellement surcoté, ce mètre carré. Donc, à Nice, tu es à 5 000 du mètre. Le mètre carré du micro-logement, il vaut 10. À Paris, tu as déjà une anomalie de marché parce que ton mètre carré du micro-logement, il est quasiment le même à 20% près que le niveau du marché. C'est-à-dire que ton 10e mètre carré, il coûte 10 000 euros du mètre. Il ne coûte pas 20 000 du mètre. Sauf dans le 7e. Et donc, il y a des sous-marchés au sein de Paris. Et donc, le micro-logement à Paris est déjà décoté par rapport à ce qui devait être comparé à toutes les autres villes de France et à toutes les capitales d'Europe. C'est une première chose. Et en plus, il y a une inefficience, en tout cas, il y a une non-linéarité au niveau du rendement offert par ces logements. C'est ça. Le rendement ajusté pour le risque, il augmente exponentiellement à mesure que tu te rapproches du 9 mètres carrés qui est la limite légale. Parce qu'en fait, tu es sur une unité d'habitation indivisible, un atome, c'est la plus petite particule de la matière immobilière. C'est pour ça que ma boîte s'appelle Atome. Et cet accès à une unité d'habitation autonome, il a un prix incompressible qui est décorrélé de ton prix au mètre carré. Exactement. Et donc, ça crée une inefficience. Parce qu'il y a cette base de valeur de je loge à Paris, dans un quartier sympa. Dans un logement autonome parfaitement équipé. Exactement. Et donc, il y a un prix d'accès qui est minimal, qui est de 1 000 euros par mois. Et ce prix d'accès minimal, pareil, est totalement décorrélé de la valeur de l'actif sous-jacent. Parce que pas totalement, mais en tout cas, il est largement décorrélé de cette valeur d'actif qui est décotée parce que c'est une classe d'actifs qui fait peur aux invests. Déjà, qui n'est pas adressable par les instits parce qu'elle est trop granulaire. Exactement. Elle fait peur de par le stress réglementaire qui est généré autour de cette classe d'actifs. Et donc, ça crée une sous-cotation qu'on va aller chercher. Mais moi, c'est ça qui m'excite aujourd'hui dans Atome, c'est qu'il n'y a pas un investisseur institutionnel avec des gros moyens qui est capable d'adresser ça. Donc, en fait, même les dinosaures vont jamais s'emmerder avec ce marché, à moins que quelqu'un vienne le structurer pour eux. Et même les petits acteurs qui pourraient se lancer, aujourd'hui, je ne vois pas une personne qui serait meilleure que toi
pour l'adresser. Et donc c'est ça qui m'éclate, c'est de me dire que aujourd'hui j'ai un entrepreneur ultra expérimenté qui a commis des erreurs, qui a vécu la galère, qui a une résilience incroyable et qui est ultra ambitieux, parce qu'on va se le dire, hein, aujourd'hui tu as une revanche à prendre. Et cette revanche, aujourd'hui, c'est Atome. Tout à fait. Et pour répondre à ton premier point, alors c'est vrai que l'instit ne peut pas venir sur ce marché, mais c'est aussi la limitation de la première étape d'Atome, c'est qu'on reste dans le diffus, dans le granulaire. Donc ce qui est un énorme avantage quand tu amorces le fond, quand tu amorces le projet Atome, c'est que tu n'as pas de concurrence. Donc moi, quand je vais visiter un micro-logement, face à moi, j'ai jamais Bouygues Immobilier, j'ai jamais Nexity, j'ai jamais un fonds de private equity, j'ai un particulier qui a priori est très peu solvable, sinon on n'irait pas sur des budgets aussi petits, et donc c'est très facile de gagner la négo et d'avoir des prix extrêmement décotés. Mais cet avantage, il est aussi le reflet d'un problème, c'est que je suis capé dans ma capacité à déployer sur cette première phase parce que je suis dans le diffus. Et donc c'est pour ça que la deuxième phase d'Atome, c'est de passer du granulaire au bloc. Et là, je vais commencer à rentrer en concurrence avec des acteurs qui font du co-living. Moi, je fais du micro-living. Je pense que le micro-living, c'est le successeur naturel du co-living. Le co-living est mort. Vive le micro-living. Le co-living, c'est pas d'autonomie, c'est pas de privacy, c'est je me fais voler ma mayonnaise dans le frigo par un adulte que je connais pas. Je dois descendre 3 étages pour laver mon linge. Si jamais je ramène un mec de boîte de nuit, tout le monde se fout de ma gueule quand j'arrive. C'est ça la vie d'un locataire en co-living qui paye 1300 balles sa chambre de 9 mètres carrés et qui n'a pas d'équipement dans sa chambre. Moi, c'est la même chose, sauf que tu as toute ton autonomie. Tu n'es pas obligé de partager tes parties communes avec des gens que tu connais pas. Et tu payes le même prix avec full autonomie, full équipement, comme dans une chambre d'hôtel 4 étoiles. Mais du coup, j'ai 2 questions à te poser sur ça. Un, à ton avis, cette partie opérationnelle où tu restes dans le granulaire, tu l'as fait jusqu'à quel volume de biens ? Et est-ce que tu l'as fait uniquement dans une seule région ? Est-ce que tu vois d'autres régions dans lesquelles tu pourrais le faire ? Bon, j'ai mon avis sur ça, on en a déjà discuté. Mais est-ce que tu peux me dire quel est le nombre d'unités granulaires que tu penses adresser dans les 18 à 24 prochains mois ? Là, en l'état des forces actuelles, je suis capable de faire 15 à 20 projets par mois. Si on part sur 15, ça fait 2 millions d'euros à déployer tous les mois. Donc, Atome est capable d'opérer pour un déploiement de 20 à 25 millions par an. D'accord ? Okay. Donc, ça fait 100 millions sur 4 ans. C'est pas mal, mais ça ne permet pas d'envisager une énorme valorisation sur cette boîte si on reste à l'état granulaire de ce projet. Il faut qu'en année 1, en fond 2, en année 3, on puisse passer sur du block trade et d'acheter des vrais immeubles. On sera en concurrence avec des instits, semi-instits, acteurs du co-living, mais nous, on est capable de beaucoup mieux optimiser le foncier parce que tout cet étage qui est réservé aux parties communes avec des billards, des home cinéma, des pistes de bowling qui finalement n'intéressent pas trop les locataires, on va pouvoir en faire du logement et on va pouvoir du coup gagner les négos par rapport à eux et on aura un prix au mètre carré qui sera plus avantageux et on pourra streamliner et mutualiser les ops sur un seul endroit plutôt qu'en diffus, même si ça reste à l'échelle de la même ville. Mais du coup, question, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui un Colonize ou un Coabs à se dire, bon ok, acceptons que le co-living c'est mort, maintenant c'est le micro-living, je m'appelle Microlonize et Microabs. C'est une bonne question. De toute façon, tous les business sont concurrençables. Hein. Moi, quand j'ai créé Mastéos, c'était ultra saturé de concurrents. On est devenu leader parce qu'il y a un pouvoir du branding, etc. Quand tu as créé une marque qui est connue sur le co-living, c'est très difficile de te recycler sur du micro-living. Airbnb pourrait faire plein d'autres types de locations. Ils sont connus pour faire de la location touristique. Pourquoi ils ne font pas de la longue durée ? Il y a quand même un sujet d'accès au marché et de foncier. Voilà, aujourd'hui, Colonize et Coabs ont le foncier. Ils pourraient décider du jour au lendemain de convertir leur ancien foncier ou leur futur foncier en micro-living. C'est vrai. Après, ça demande vraiment... Moi, ça fait quand même 1 an que je suis sur le projet, que je rame. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus technique que je le pensais. La rénovation elle-même, elle est au millimètre. Il faut des artisans pas spécialisés du micro-living, mais en tout cas qui doivent... c'est des gens qui se forment. Moi, mes équipes travaux, j'ai dû les former à faire du 9 mètres carrés plutôt que du 200. C'est de la menuiserie sur mesure, c'est des modules qui sont fabriqués au Portugal, en Turquie, pour qu'ils soient parfaitement adaptés à ces micro-espaces.
Et en fait, un colonise, et je les adore, j'adore les fondateurs, il faut quand même qu'ils aient une phase de 6 mois de R&D pour développer une expertise pour optimiser au millimètre ces micro-espaces et en faire des écrins de luxe avec tout le branding qui va avec, et on ne s'adresse pas aux mêmes locataires. Moi, je ne fais pas dormir des gens à l'année dans mes logements. Ce n'est pas de la résidence principale. Justement, j'essaye de libérer du foncier à Paris en réhabilitant des mètres carrés qui étaient à l'abandon pour pouvoir désengorger les gens qui ont besoin d'une vraie résidence principale et de vraies surfaces pour vivre. Moi, mes micro-logements sont réservés aux nomades, aux gens de passage, aux gens qui ont des sujets temporaires, aux startups qui ont des sujets logements temporaires, comme moi j'en ai eu chez Mastéos, où j'avais 400 salariés, j'avais des factures d'hôtel qui étaient terribles, et je me suis pris un micro-logement dans le Marais à côté du bureau à l'année, et ça a fait baisser ma facture d'hôtel parce que je faisais tourner mes employés. Pas assez. Pas assez. La petite pique de l'actionnaire. Ouais, et non, mais l'expérience Mastéos, quand je suis passé de l'hôtel au micro-logement, en fait, je payais 1500 balles mon 10 mètres carrés. Alors, le bailleur se faisait une rentabilité de malade, mais moi, c'était 4 fois moins cher que l'hôtel. Donc, tout le monde y gagnait. En fait, c'est ça que je réplique. Et aujourd'hui, j'ai Blablacar, j'ai Canal+, j'ai des gens qui font du télétravail et qui viennent 2 jours par semaine à Paris. Mais c'est ça qui est incroyable, on en parlera plus tard. C'est aujourd'hui le pipe commercial de gens prêts à prendre des baux mobilités en longue durée sur ces biens. Ouais, c'est des types de baux assez particuliers. C'est ce qu'on appelle les contrats de location flexibles. C'est pas très connu du grand public. Ça fait aussi partie de l'innovation Atome, c'est qu'il y a une certaine ingénierie juridique. Moi, je suis juriste immobilier d'expérience professionnelle. Tu as Flex Living qui utilise aussi beaucoup ces types de baux, Blue Ground, et c'est des baux qui sont assez techniques. On a du bail civil fractionné, on a des formats de bail société, des formats de bail civil et mobilité qui sont un tout petit peu alternatifs et qui permettent d'avoir des engagements long terme sur des séjours court terme. Ça permet de faire du pricing courte durée avec des commitments long terme. Typiquement, le bail civil fractionné va permettre de louer le lundi et le mardi pour quelqu'un qui fait du télétravail et qui vient 2 jours à Paris, et le reste du temps, un autre salarié de la boîte qui vient compléter et fill up le reste du logement. Et ça permet d'afficher un pricing à la nuitée de 50 € par jour, ce qui fait 1500 par mois, alors que moi, mon capex moyen, il est à 130, 140, donc je suis à 12% de yield brut en louant 50 € par nuit, alors que l'alternative, c'est l'hôtel. C'est du 150 à 180 même €. Surface, même presta, t'es 7-8 fois plus cher. Et moins bien parce qu'il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de kitchenette, il n'y a pas d'autonomie. Voilà. Moi, j'ai une conciergerie WhatsApp, j'ai du ménage. Alors, le ménage, il n'est pas très fréquent parce que tu as aussi des formats de baux où les gens restent 3 mois, le temps d'un aménagement, le temps d'une mission chez Accenture, le temps d'un stage à la station F d'un étudiant américain. Tu as différents formats de location que Atome permet. Mais dans tous les cas, on ne fera pas de résidence principale. Déjà, ça nous soumettrait au plafonnement des loyers, ce qu'on n'a pas envie. Et deuxièmement, on n'a pas envie de faire dormir des gens plus de 2-3 mois dans une surface qui fait la taille d'une chambre d'hôtel. Bah écoute, moi je trouve ça exceptionnel. Sincèrement, je me souviens en 2013-2014 quand j'ai vécu la même chose que toi. Hein. J'ai vécu une liquidation. Ma boîte était partie en vrille. J'avais plus de cash, j'avais plus rien. Loser. Ah bah écoute, team loser. Et pour le coup, je me souviens à l'époque, j'avais le choix entre le canapé de chez ma sœur à la Garenne-Colombe et la chambre chez ma tante à Cergy-Lô. Et je me disais, bon, j'aimerais bien avoir un petit truc. Impossible. Entrepreneur qui a failé et qui a machin. Vraiment, et je me suis retrouvé des fois à louer des petits Airbnb 1000 fois cher. 1000 fois trop cher pour... Aujourd'hui, non mais moi je suis dans la même situation. Alors heureusement j'ai une copine qui a un CDI donc ça m'aide, mais pour peu qu'elle m'ait foutu dehors, on était pas loin d'y passer. J'aurais pas pu postuler à une annonce Le Bon Coin classique. Ma seule solution, et heureusement que ma solution existe pour des gens comme moi, parce que et mes locataires sur les premières unités Atome qui sont sur le marché, je leur sauve la vie. Je leur loue 10 mètres carrés entre 1000 et 1500 € par mois. Donc tu te dis, je les assassine. Pas du tout. Les types arrivent, ils me disent, écoute, moi, alors ma femme m'a mis dehors, ou alors j'ai une mission à Paris, l'hôtel c'est 5000 balles par mois, exactement. Ou alors j'ai eu un dégât des eaux, ou alors je suis en déménagement, ou alors je cherche une location sur Le Bon Coin, j'en ai pour 6 mois, à chaque fois je me fais refouler, il y a 70 candidatures concurrentes et j'ai pas envie de dormir chez mes parents. Et là, j'ai juste à sortir ma carte,
payer 1 000 €, ou ça dépend, ça monte entre 1 000 et 1 500 €. Et le soir même, je rentre et je suis dans une chambre d'hôtel. Et tu verrais les commentaires que j'ai des locataires. Et vraiment, ils me disent, tu m'as sauvé la vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as déjà des unités qui tournent, une ou deux, je crois. Et il y en a de plusieurs là qui arrivent. Il y en a une quinzaine qui arrivent sur le marché. Mais Voilà. mes 2 premières, honnêtement, ça a dépassé mes attentes. Au début, j'avais beaucoup de stress sur ce sujet. Je me suis dit, la supply, il y en a pas assez. Je me suis dit que j'avais eu 2-3 coups de bol là sur les premiers logements. Mais en fait, j'arrive à en sourcer de manière quasi industrielle toutes les semaines à moins de 100 000 € et des vrais avec toilettes, ascenseur et tout. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui te file un coup de main, qui est un membre club, qui était passé d'ailleurs au Club Talk de la saison 1, qui s'appelle Adrien. Adrien Comment faire Je te jure, j'avais pensé. Adrien Hell, qui nous rejoint. Depuis Et ce matin, on a en fait, officialisé ce matin. c'est magnifique parce que pour le coup, c'est aussi ça la beauté de club, c'est que tu as une communauté de gens et qui créent de la valeur ensemble. Et Reda, il m'a trouvé mon cofondateur, C'est magnifique. mon late founder, Adrien. J'adore. Voilà, et donc on en était à Adrien, elle, l'enfer, et juste avant. Ah, juste avant, tu disais que tu sourçais de la supply. Ouais, comme, voilà, et bah, grâce à Adrien qui m'aide sur le terrain et à Alexandre aussi, qui est un de nos autres associés, on trouve de manière tout à fait satisfaisante 2, 3, 4 micro-logements à moins de 100 000 € qui valident tous les critères Atome chaque semaine. C'est beaucoup de temps passé sur le terrain, mais contrairement à Mastéos où on était dans 180 villes et 3 pays, c'est une ville qu'on connaît parfaitement, rue par rue. Moi, je suis parisien de naissance et j'ai toujours vécu à Paris. Adrien et Alexandre aussi. Donc, on a une équipe de sourcing à plein temps et on a toujours une paire d'yeux sur toutes les annonces online. On développe le off-market. Ça fait 1 an qu'on source des contacts dans le micro-logement et qu'on arrive à avoir un pipe off-market de plus en plus étoffé. Et on rate rien. On est toujours premier aux visites et on arrive à bider sur toutes les micro-surfaces qui sont en vente à Paris. Mais du coup, alors, 2 questions. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un chemin d'accélération qui te permettrait de t'adosser à des projets hôteliers qui auraient de la surface, parce que je sais que les projets hôteliers, enfin les hôtels ont toujours un buffer de chambres disponibles pour le staff, pour machin. Ils ont toujours entre 5 à 12% de leur supply qui est vide et qui n'est pas en fait listé. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin sur le même modèle que les gros projets hôteliers type promoteur qui font du mixed use? Donc en fait, tu as 10 hectares sur 2 hectares, je construis un hôtel et sur les 8 hectares restants, je construis des villas et je les vends en résidence avec service. Est-ce qu'aujourd'hui sur Paris, qui est la ville des hôtels 4-5 étoiles, il n'y a pas un chemin de dire guys, moi j'ai la possibilité de vous obtenir une rente sur ce truc parce que de toute façon, il y a de la compétition qui arrive et moi je vais exploiter des mètres carrés chez vous en mode autonomie. Bah, le truc, c'est que je suis tellement à des années-lumière du pricing de l'hôtel que je suis sûr que même à mon pricing à moi, ils ne rentrent pas dans leur coût. Et c'est ça le problème. Ma structure de coût et mon prix d'achat qui s'affranchit de toute forme de commercialité, hein, ça fait doubler, tripler le prix au mètre carré d'en avoir pour faire de l'hôtellerie. Moi, je suis sur du résidentiel classique. Donc, mon prix d'achat, il est en moyenne à 7 500, 8 000 du mètre. Pour de l'hôtel, ça serait plutôt 20-24. Et après, des coûts d'OPEX d'un hôtel, bah, ils sont ce qu'ils sont. Et en maintenant mon pricing Atome à 50 € par nuit pour les nomades, les gens qui font du télétravail et les beaux mobilités, je risque de faire perdre de l'argent à ces gens-là. Je leur fais une concurrence directe. Aujourd'hui, je corrige le grand écart d'un locataire nomade. En fait, tu fais de l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, soit tu fais du longue durée, Le Bon Coin, avec des commitments long terme, soit tu fais de l'hôtellerie ou du Airbnb hors de prix. Mais tu n'as pas d'entre-deux. Et c'est un problème pour les boîtes qui de plus en plus doivent porter le sujet logement pour le compte de leurs salariés. C'est ce que je faisais chez Mastéos. De plus en plus, tu vas embaucher un talent qui vient de Marseille, qui vient de Brest, qui vient de Londres, il débarque à Paris. C'est ton rôle en tant que boîte de le loger pendant les 6 premiers mois, qui est la phase où il va chercher un logement sur Le Bon Coin. C'est un parcours du combattant. Et les boîtes ont des sujets logements qui sont sous-évalués et ignorés du grand public. Et pour avoir été patron d'une boîte de 400 salariés, je veux dire que le sujet logement, il est crucial. Et je te parle pas de logement de 120 mètres carrés pour loger le patron de L'Oréal et sa famille en déplacement. Je te parle de petits salariés qui ont des sujets logements temporaires, qui ont besoin de place to crash, le temps de trouver un logement. Et ça, c'est le use case parfait pour exploiter ces micro-logements qui, by the way, sont à l'abandon. Et en pleine pénurie de logements, c'est absolument scandaleux. Et trouver un cas d'usage pour réhabiliter ces micro-logements, remettre du foncier sur le marché, faire la rénovation énergétique de ces passoires thermiques, c'est l'objet de Atome. Magnifique, magnifique. Top. Donc, aujourd'hui, Atome, c'est Paris.
on va avoir un plafond de verre. C'est quoi la suite? Step 1, granulaire. Step 2, bloc à Paris. Step 3. Step 3, ça va déjà se déployer dans d'autres villes. Bon, déjà, il faut savoir que le marché parisien est assez profond. Le loyer qui est dépensé sur ce qu'on va appeler le flex rental, donc c'est toutes les options de location qui ne soient pas du long terme. Ou Flex living. Flex Living, qui est une superbe boîte que je connais très bien l'équipe. Ouais. Au début, j'étais là pour les aider à se lancer et ils font un super travail. Ils sont à 700 unités. Tu as aussi Blue Ground, qui est une boîte de mid-term rental pour le corporate housing qui marche bien, mais ils sont sur des segments de surface et de prix qui ne sont pas les miennes et sur lesquels je pense qu'on est sur une saturation de marché. C'est-à-dire que c'est facile de louer un appart à 100 mètres carrés bien rénové, une blinde à un C-level de Accenture. Mais ce que demande le marché aujourd'hui, c'est les besoins du gros, du staff, qui a besoin de pricing à 1000-1500 par mois pour des solutions de logement temporaire équivalent à de l'hôtellerie. Et ça, il n'y a pas. Et je m'éloigne un peu pour te répondre. Déjà, taper tout le marché parisien, on n'est pas loin du milliard de loyers dépensés sur ces sujets. C'est ça, 600, 700 600, grosse maille, 600, 700. Et je pense qu'il y a un peu d'éducation à faire. Donc le marché peut être élargi à la hausse. C'est quoi l'ambition? 10% du marché? 5%? Je vais pas te répondre tac au tac. Je veux faire 1000 logements dans les prochaines années, ce qui est un premier palier qu'a atteint Blue Ground et que va atteindre Flex Living et qu'on va atteindre le plus rapidement possible. C'est 2,5% du marché. Un loyer moyen sur une unité, c'est 16 800 x 1000, donc je te laisse faire le calcul. C'est 2,5% du marché. C'est plutôt 2,5, ouais. T'es chaud C'est en bien. maths, hein. C'est très bien. Oui, non, mais voilà, on a de la marge de progression. Ensuite, à Paris, il y a suffisamment de supply et de demande pour déjà faire une boîte valorisée. Et c'est pas déconnant de taper 2,5% du marché. Hein. Ah non, sachant qu'il n'y a pas d'acteurs dessus. Sachant qu'il n'y a pas d'acteurs, tu as 150 000 en supply, tu as un tiers que tu adresses, c'est 50 000. Tu as 100 000 personnes qui font du commuting entre Je pense que c'est ultra jouable de choper 10% du marché servissable, soit 5 000 unités. Alors, il n'y a pas de goulet d'étranglement au niveau opérationnel, il faut lever des fonds. En fait, Atome, au début, je voulais l'aborder du point de vue B2C comme Mastéos. Le problème, c'est que le produit immobilier micro-logement, il est difficile à vendre à un particulier. Parce que le particulier, il a plein d'a priori, de clichés sur le micro-logement. Il pense aux chambres de bonne dans lesquelles logent des migrants sur des lits superposés avec des rats et des punaises de lit. Voilà, c'est ça en gros un micro-logement pour un particulier. Et tu peux faire toute la pédagogie du monde, dire qu'on va en faire une chambre d'hôtel 4 étoiles, qu'on va le louer à un salarié de Blablacar qui est en télétravail. C'est très difficile de le faire acheter un particulier parce que c'est pas un produit qui est facile à appréhender. Donc ça marche en format B2B ce marché-là, c'est-à-dire avoir un fonds qui déploie sans émotion sur ce marché et donc lever de l'argent sur le fonds Atome Capital qui sera opéré par Atome exclusivement. Et c'est plutôt à ce niveau-là, c'est lever suffisamment de fonds pour aller chercher la plus grosse partie des 150 000 logements à l'abandon dans Paris. C'est super, il y a des choses à faire avec Wally, boîte du portefeuille club. Hein. Mais Wally, j'adore, je parle au fondateur assez régulièrement, Maxime. On va essayer qui vient d'annoncer d'ailleurs aujourd'hui la levée dans laquelle Club a participé. Belle levée de 1,7 million, c'est magnifique, c'est cool. Bah, c'est top, et surtout c'est un produit qui marcherait bien pour Wally parce qu'on fait du 7% triple net, on fait du 12 brut et du 7 triple net quand on a enlevé tous les OPEX. En plein Paris, dans du résidentiel prime, c'est très difficile à battre ce genre de rendement. La meilleure SCPI Kianeos que j'ai vue ce matin, ils collectent un demi-milliard et c'est de loin la meilleure perf dans les SCPI résidentiels. Ils font du 5,5 et ils sont dans des villes de province, rue Minervois, Piriac-sur-Mer et j'en passe. Moi, je rêve d'un monde où tu réussis à faire de Atome la marque de micro-living mondiale. Dans toutes les villes sous tension en termes de logement, que ce soit Paris, Londres, New York, Tokyo, Shanghai, on puisse se dire je vais dans cette ville, je sais, en fait, j'ai même pas besoin de me poser la question, il y a des logements Atome. Ouais, comme alternative aux chambres d'hôtel. Alors les villes qui se prêtent bien au Play Atome, c'est les villes où il y a des pénuries de logements et où on a une architecture qui s'y prête. Les rois du micro-living, c'est les Tokyoites, c'est eux qui ont inventé l'hôtel capsule. Alors c'est du micro-logement poussé à l'extrême. Hein, c'est du nano-logement. Ouais, c'est du nano-logement, mais ils sont exceptionnels. Ils ont une génération d'architectes. C'est pas Atome, c'est Quark. C'est chaud en physique. La génération d'architectes des années 90, post-crise de l'IMO à Tokyo, ils ont fait émerger une génération incroyable d'architectes sur le micro-logement.
et c'est les rois du micro-living. Ouais. Ça n'existe que là-bas. À New York, tu as les pods, on appelle ça comme ça, et à Londres, tu as effectivement des micro-logements d'architecture victorienne qui existent, qui sont mal adressés. Mais il faut que la ville soit déjà en pénurie de logements, parce que c'est que dans les villes où tu as une pénurie de logements et une bulle sur le foncier que tu commences à t'intéresser à tes petits mètres carrés. Parce que quand il n'y en a plus, quand tu peux plus construire en horizontal ni en vertical... s'adresser à Liam. Ah oui, Liam, c'est un trend TikTok sur le micro-logement. Mais c'est passé là, la tendance. C'est vrai, elle est passée. Ça faisait des dizaines de millions de vues et c'était une obsession du micro-logement sur Avec de l'acier TikTok. On trempé, s'est trop marré avec Reda là-dessus. Sur les villes où tu peux ni construire en horizontal ni en vertical, ce qui est le cas de Paris, ce qui est le cas des grandes capitales, et tu as une pénurie de logements, et tu as un foncier qui devient hors de prix, tout de suite, tu es obligé de te concentrer sur augmenter l'intensité d'usage du foncier, réhabiliter tes micro-surfaces, optimiser ton mètre carré, et c'est là où émerge le micro-living. Mais il y a un aspect RSE de malade en fait dans Atom, parce que il y a de la rénovation, il y a donc rénovation énergétique, rénovation en termes d'usabilité, insertion de gens qui sont dans la difficulté pour trouver un logement, parce que oui, tu sais que tu as des migrants qui payent du 80-90 € la nuit dans des hôtels miteux, des hôtels miteux, et donc en fait qui se retrouvent dans une situation encore plus de précarité. C'est comme, tu sais, quand t'es débiteur à la banque et en fait ils te tapent encore plus des agios et t'es encore plus en précarité parce que le système te fait payer. Ce qui est sûr, c'est que le système aujourd'hui pour loger du migrant, c'est des chambres à 100 € qui sont infiniment moins bien et 2 fois plus cher qu'un logement Atom. Et je me suis adressé d'ailleurs à des associations de logement, à la Fondation Abbé Pierre qui s'appelle plus comme ça maintenant. Et ils m'ont dit trop petit. Et je leur ai dit, mais attendez, vous voulez loger où? Et ils me disent, je donnerai pas les marques d'hôtels, mais il y a des marques d'hôtels où sont logés des migrants. J'ai regardé la taille des chambres sur Booking, c'était les mêmes. Je dis, je comprends pas, attendez, vous les logez dans des 10-12 mètres carrés. Et moi, mes logements, ils font 12,5 en moyenne. Je comprends pas, quel problème? Ah bah non, à Paris, on a une surface minimale à 20. D'accord, mais du coup... Non mais moi, je suis OK pour qu'on vive tous dans des grandes surfaces, il n'y a aucun problème. Mais le problème de ce raisonnement, c'est qu'à la fin, il y a des millions de mètres carrés dans Paris qui seraient habitables, qui ne le sont pas. Donc, il faut juste résoudre ce problème. Si vous voulez, on logera tous dans des grandes surfaces quand on aura réhabilité, remis sur le marché foncier là. Mais moi, mon rôle, c'est de récupérer ces 150 000 micro-logements à l'abandon, en tout cas à 85% à l'abandon, de les remettre sur le marché, d'en faire une réno digne de ce nom pour loger les nomades locatifs dans des cocons de luxe, au même prix ou à moitié prix de ce qu'on fait pour les migrants aujourd'hui. Non, mais exactement. Tout en étant super rentable sur la propco, parce que je fais du 7 net, et en ayant un prix 8 fois moins cher que l'hôtel pour la même surface et les mêmes prestations. Excellent. Et donc là, Atom, on va pas rentrer dans les détails et dans les terms de la levée. Atom lève son premier petit tour, et peut-être dernier, parce que c'est une boîte d'un point de vue financier qui va cartonner. Au final, une fois que tu as la propco et que tu as levé les fonds dans ta propco, t'as plus trop besoin de cash parce que c'est un truc qui est très nimble en termes d'ops. Et tu peux... En fait, la prochaine levée, pour moi je la vois à une valo 15 à 20 fois supérieure à la valo à laquelle on rentre maintenant, même si on va pas donner la valo pendant ce talk. Mais aujourd'hui, c'est ton premier tour de pré-seed. Club a une allocation. Il y a aussi un acteur qu'on ne citera pas, qui est un spécialiste dans l'immobilier, qui rentre sur ce tour. Qui rentre sur ce tour aussi. Donc, c'est quoi tes perspectives une fois cette levée faite? C'est quoi les objectifs et what's next? Bon, c'est un bébé tour, c'est un petit spitz. C'est un spitz tour. C'est un tour à 300 à 500 000 €, grand maximum. J'ai levé 60 millions sur Mastéos, donc ça paraît petit, mais j'ai appris une chose chez Mastéos, c'est que plus on lève, plus on dépense, moins on est centimier, plus on est poussé au crime. Et je sais que l'échec n'est pas aussi glamour qu'aux États-Unis, mais je peux vous dire qu'à titre personnel, j'ai appris de cette faillite, j'ai appris des excès des levées de fonds, et mon but, c'est pas de reproduire cette erreur. Donc avec 500 000 €, on peut faire d'énormes choses, et c'est effectivement une boîte qui est très rentable, qui a une structure du coût extrêmement lean, avec des opérations qui sont très streamlinées, et c'est bien de les comparer à Mastéos. Mastéos, c'est 200 ventes par mois, dans, je répète, 180 villes et 3 pays, donc c'est d'une complexité opérationnelle sans nom. Il y a des centaines de chantiers en même temps, dans des villes différentes, des actifs différents, des surfaces, des matériaux, des rénovations différentes. Aujourd'hui, Atom, c'est une ville, c'est toujours la même surface, avec la même rénovation standardisée, les mêmes matériaux. Si tu fais 15 unités Atom par mois en phase 1,
ça fait 15 fois 10 mètres carrés. C'est jamais que 150 mètres carrés à rénover. Donc quand les gens me disent « Oh, tu vas être noyé sous la complexité opérationnelle », non les gars, c'est la rénovation d'un appartement tous les mois avec toute mon expertise, mon réseau, mes équipes, mon architecte. C'est du pipi de chat en termes de complexité opérationnelle par rapport à ce que je faisais chez Mastéos. Et c'est pour ça que je pense être la bonne personne pour mener à bien ce projet dans la phase granulaire. Ouais. Et ensuite, on passera rapidement en bloc, acheter des vrais immeubles et faire de la division. Magnifique. Super. Je pense qu'on arrive au terme de ce petit Club Talk. Très content de t'avoir reçu, Thierry. Est-ce que tu as un mot de la fin? D'ailleurs, tu as un beau t-shirt là, petit t-shirt club. C'est ajusté. Tu as été ajusté. C'est quoi? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu voulais que je fasse une ligne de t-shirt et de quoi? De sous-vêtements, j'aurais bien aimé que tu me fasses des sous-vêtements. Non, les mots de la fin, remettons-nous, toi qui aimes bien la philo, on parlait de Nietzsche avant. Ouais. Il y a toute une philosophie autour de l'atome qui est portée par Démocrite, un grand penseur grec qui a écrit des choses exceptionnelles sur l'atome et sur la philosophie. Il a découvert avant l'heure, évidemment. Il a pensé cette particule qu'on retrouve dans l'immobilier sur les micro-logements. Et il a parlé de la clinamen, et je vous invite à vous intéresser à la clinamen, qui est toute une pensée sur l'atome par Démocrite. Quel est le fond de sa pensée? Alors c'est assez marrant et c'est un peu bizarre, mais lui il pense que l'univers c'est une chute d'atomes. Déjà il part de ça, il dit la particule élémentaire de la matière, on va l'appeler atome, et ces atomes ils chutent dans l'espace, mais s'ils chutaient tous de manière parallèle, il se passerait rien, ça serait juste une pluie d'atomes et rien n'existerait. La raison pour laquelle le monde existe, c'est parce qu'il y a une très légère déviation de l'atome dans sa chute, il appelle ça la clinamen. Et la clinamen, c'est la déviation de l'atome. Et par cette légère déviation, forcément, il y a un moment, ils vont se croiser, ils vont s'entrechoquer. Et l'entrechoc des atomes qui subissent cette déviation, c'est ce qui crée du vivant, du réel. Le réel est créé d'entrechocs d'atomes. Et cet entrechoc d'atomes, il est issu d'une clinamen, qui est cette très légère déviation. Donc c'est pas mal de ne pas aller tout droit. C'est incroyable l'intuition qu'il a eue sur le fait de la matérialité de la matière. C'est pas aussi simple qu'une inclinaison d'atomes qui chute, mais effectivement, c'est le choc, l'entrechoc d'atomes qui génère, qui dévie de manière imperceptible de leur trajectoire originale, et c'est pas mal enfin, je sais pas, tu peux avoir plein de morale liées à la clinamen, mais se dire que parfois prendre des chemins de traverse, dévier légèrement de son axe, ça vaut le coup, et c'est comme ça que tu crées des choses incroyables. Super. Écoute, merci beaucoup Thierry. Merci aussi à tous les auditeurs et à tous ceux qui ont regardé ce podcast. Si vous voulez découvrir Atome, vous pouvez vous inscrire sur Club, ou alors si vous êtes déjà membre Club, rentrez sur le deal. Je pense que c'est une très belle aventure, très belle histoire à construire ensemble. Et let's go. Let's go. Merci. Small is beautiful.